Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale, nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Rim, qui est une Amazone d'Avignon, et on fera l'entretien avec elle et Maëva, qui est à distance, et donc le son est un peu moins bon, parce qu'elle est en visio. Bonjour. Voilà, donc maintenant, Rim, on va te demander de te présenter, peut-être de nous préciser comment était ton rapport au féminisme avant le procès Pellico. Bonjour les femmes, alors j'ai 50 ans, je suis née à Avignon, je travaille pas actuellement, je suis au chômage, donc pas forcément dans une situation très confortable ni agréable. Et il y a 1 an, j'ai commencé à faire mes premières découvertes, mes premiers pas dans le féminisme grâce à Maëva. Je croyais être féministe, parce que je pensais que j'avais compris des choses dans le féminisme, mais quand j'ai commencé à en parler avec Maëva, je me suis aperçue que j'avais rien compris, ou du moins, j'avais pas la moindre idée de ce que c'était le féminisme, en fait, aujourd'hui. D'accord, tu peux développer? Pour toi, c'était quoi, du coup? Pour moi, c'était, oui, les filles doivent s'éduquer, doivent avoir leur permis de conduire, doivent travailler parce que ça leur permet d'être indépendantes et d'avoir, une vie égale aux hommes, on va dire. Mais c'était très général et très, tu vois, c'était des grandes idées toutes faites de, bon, ça suffit en fait. Avec ça, on est bien. On a l'égalité, on est bien. Et le combat a déjà été mené en fait par nos ancêtres, nos aïeuls, et il suffit juste de maintenir le cap comme ça et on doit être bien en fait. Oui, consciente que les salaires sont pas égaux, mais elles ont combattu avant nous et bon, ça va se faire un jour et puis on est sur la bonne voie et faut être patiente. Faut être patiente et puis, comme toujours, passive, ça va se faire. D'accord. Et à un moment donné, la rencontre avec Maëva et donc le déclic. Des discussions toujours dans la bienveillance où, en fait, je la sentais animée d'une flamme tranquille. Et ça m'a fascinée dans son discours. Du coup, j'ai commencé à poser des questions. Mais c'était, tu vois, des petites explications par-ci, par-là. C'était pas du « je t'explique la vie et tu vas comprendre ». Elle répondait à mes questions. Puis un jour, elle m'a dit j'ai un truc ce soir, tu veux venir ? Voilà, c'est là que j'ai mis le pied. Et c'était quoi ce truc alors ? C'était une banderole face au palais de justice. D'accord, donc ta première action, c'était... Elle m'a dit il faut quelqu'un pour tenir l'échelle. J'ai dit là, je sens que j'ai la compétence. Je peux tenir l'échelle. Je pense que je peux le faire. Et je me suis dit on verra bien. Ouais, je m'en souviens. Donc tu as tenu l'échelle. Et donc voilà, j'ai tenu l'échelle et je me suis dit elles sont drôlement motivées, ces nanas là. Elles sont à la fois... Il y a une espèce de force tranquille qui les anime et ça m'a fascinée en fait. On sait ce qu'on fait, on est motivé, une petite excitation, mais tout en légitimité. On fait un truc, voilà, on fait notre truc, on n'a pas peur. Parce que moi je me suis dit, mais attends, mais si les gens passent et nous disent quelque chose, quoi ? Je crois que c'est toi qui me dis, quoi, enfin, il n'y a pas de... Et alors ? Et alors, en fait. Et là je me suis dit, ah ouais, on peut en fait appliquer ça aussi, le et alors en fait. Il n'y a rien de grave, on peut en parler en fait. Et alors du coup, comment ça s'est passé pour toi ? Raconte, t'as ressenti quoi pendant et après ? Moi j'étais... J'aime bien être timide au début. Du coup, j'observais, je me suis dit je vais juste essayer d'être utile. Et puis voilà, ça m'a plu de voir cette cohésion entre les femmes présentes. J'ai découvert Maëva militante, engagée avec ses amis. Ça m'a plu de voir ces femmes qui... comme des abeilles là, qui font un truc et qui savent ce qu'elles font, et qui œuvrent à quelque chose de grand, mais en faisant des petites actions, parce que c'est les petites actions qui font les grandes actions en fait. Il me semble que quand on s'est retrouvés après dans la voiture, on a discuté pas mal de l'action et de ce que t'en avais pensé, comment tu te sentais, etc. Et tu m'as dit j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile.
Ouais, juste en tenant une échelle, mais un petit geste qui permettait à d'autres de faire d'autres gestes. Et je voyais en cascade la succession de toutes ces petites choses qui font que quelques jours après, quand j'ai lu ou j'ai entendu quelqu'un qui disait Gisèle Pellicot a vu la banderole qu'on avait posée donc cette nuit-là, et ça lui a fait du bien. Ah oui, mais je te confirme, je crois que c'est moi qui ai dû te le dire. C'est toi qui l'as dit. Et du coup, je me suis dit waouh, mais en fait, ça a un sens de faire ça. Je crois que ça devait être la première banderole. Et je me souviens très bien, effectivement, d'être allée au tribunal le midi, puisque le matin j'avais cours, je travaillais, de l'avoir attendu et à la sortie de la gaieté, lui dire « Regardez, on a fait ça pour vous ». Et d'avoir vu son smile d'un coup, là, waouh, elle était trop contente en fait. On est allé remplacer une banderole, parce qu'après, je me souviens, je suis allée devant pour la réceptionner, elle tombait et vous mettiez une deuxième. Donc ça doit être la deuxième banderole pour vous. Oui, c'est ça. En fait, elles se succédaient et on les gardait précieusement. Quand est-ce que tu as entendu parler du procès la première fois ? Je devais manger chez ma mère un midi et comme toujours elle écoute les infos et c'est passé, mais c'est un flot d'infos en continu, j'écoute pas trop. D'accord, donc ça t'avait pas particulièrement marqué? Je l'avais vu passer mais je m'étais pas attardée sur la nouvelle, sur le sujet, et c'est Maëva qui m'en a parlé. Elle m'a dit non mais il se passe un truc dingue quoi. Et d'un coup je me suis dit attends mais oui. Et là maintenant avec le recul je réalise que plein de fois depuis mon entrée dans le féminisme, il y a plein de choses comme ça que je voyais, mais je me disais, ça fait partie du lot des choses de la vie et je ne m'attardais pas. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, là, j'ai commencé à m'attarder parce qu'elle m'en parle et elle m'explique. Je me dis, mais comment on peut juste se dire, ça fait partie des choses qu'on entend et des faits divers, et pas s'arrêter, se poser et se dire, qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être aussi le sentiment de ne pas avoir prise sur les événements et donc, quelque part, d'être un peu une spectatrice de la société. Ouais, c'est ça, totalement ça. Et puis, il y a aussi la notion, ce que tu disais tout à l'heure, la notion de légitimité aussi. T'as le droit d'être dans la rue, en fait. T'as le droit de t'exprimer. Et ouais, mais ça, c'est quelque chose dont j'avais pas du tout conscience. Que notre voix, chaque personne, et surtout chaque femme, on peut l'utiliser. Il est peut-être temps de l'utiliser, notre voix, nos mains et notre volonté. Il y a un truc qui vient de me passer par la tête, c'est que quand il y a un fait comme ça qui est déjà passé, qui est en train de se passer au tribunal, il y a aussi un truc de se dire je suis éloignée de l'histoire, ça me concerne pas en fait, et que j'ai aucune prise sur cette information. Et maintenant, c'est la justice qui va prendre la décision finale. Et donc, moi, en tant que femme, je ne peux que écouter les informations à la télé. Donc, tant qu'à faire, je les oublie parce qu'il y a trop de choses négatives qui arrivent à la télé, quoi. On entend trop de choses négatives. Oui, ça, c'est exactement mon comportement. On est tellement saturé que moi, j'ai arrêté de regarder les infos il y a 15 ans à peu près. Et là, c'était l'occasion de se dire, bon, il se passe quoi en fait ? Et même si, effectivement, voilà, on en était au procès, et que nous, en tant que citoyennes, qu'est-ce qu'on pouvait faire, quel pouvait être notre rôle ? Moi, je pensais qu'une fois que c'est dans les mains de la justice, effectivement, plus personne s'en occupe. Le public, il n'a plus de rôle à jouer, sauf qu'apparemment, si, les femmes peuvent donner leur avis, soutenir, faire des actions. Et ça, j'en ai pas du tout conscience. Est-ce qu'il y a d'autres actions auxquelles tu as participé ? Est-ce que tu es allée aux audiences ? Comment ça s'est passé pour toi, finalement, cette période-là ? Je suis allée à une matinée d'audience. J'avais pris un cahier, un crayon, parce que je me suis dit, j'avais assisté à une réunion de femmes qui avaient déjà assisté aux audiences, et quand je voyais l'état, le trauma dans lequel elles étaient, quand elles en parlaient, je me suis dit, je pense que je vais devoir m'occuper pendant ce temps-là, il va falloir que j'écrive, ça me correspond, écrire. Et effectivement, ça m'a permis de fixer mon attention plutôt que de regarder l'écran, et parfois il y a eu des coupures de son. Donc ça me permettait de coucher mes idées ou d'écrire ce que j'entendais. C'était une matinée où les avocats défendaient leurs clients. C'était plutôt entre choquant et malaisant. J'ai pas entendu les pires plaidoiries, mais parce que j'ai lu après qui étaient assez choquantes. Mais voilà, c'était hyper malaisant parce que un sentiment de non mais en fait on n'est pas là pour quelque chose de dramatique quoi. Oui, c'est ça. On sentait qu'il y avait une espèce de presque d'exaspération des avocats qui disaient bon écoutez réglons ça vite fait puisque finalement bon c'est juste quoi, c'est pas passé grand chose. Oui, comme le maire de Mazan qui avait dit oh ça va, il y a pas mort d'homme quoi. Voilà. Non. Quand il y a eu viol de femme, il y a pas mort d'homme, donc en fait pourquoi on s'attarderait vraiment sur tout ça? Donc il y avait une espèce d'exaspération qui me faisait sentir très mal à l'aise parce que je me disais mais j'ai l'impression qu'on ne prend pas le temps de s'occuper de tout ce que tout le monde a ressenti. Et après tu as participé à d'autres actions? Ouais, des collages. Et notamment, j'ai adoré l'ambiance du collage de la silhouette de cette femme, de cette jeune femme. Et là, on était très nombreuses.
Et c'était un soir de grand vent. En fait, c'était un collage qui était pas sur le procès, mais c'était pendant le procès. En fait, on a continué nos actions. Bah oui. Et c'était un collage sur Aouda Reaï, l'Iranienne qui avait disparu à ce moment-là. Ouais. Et donc, on avait collé une silhouette de cette femme de 3 mètres de haut, je crois. Ouais. Et c'était, on était super organisés. Il y avait à la fois la joie d'être là. Je parle de joie parce que c'est ce que j'ai ressenti en fait. Il y avait toutes ces nanas regroupées qui disaient bon, on fait ça. Il y en avait qui venaient de loin. Du coup, elles étaient contentes de se regrouper, de se dire bon, on est là, on fait un truc ensemble et c'est bien de se regrouper quoi. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a ces autres femmes qui sont un peu partout et qui ont envie de faire des choses ensemble et de parler pour celles qui ne peuvent pas parler en fait, qui n'ont pas de voix ou plus de voix. Ça fait d'autres collages aussi quand même. Oui. Souvent vu avec ton pinceau. Ouais, on est venu dans l'hiver. Je me revois avec un bonnet en laine, donc oui. Moi aussi, je te vois avec ce bonnet. Ouais. Il y a eu des fois, on s'est vraiment gelé. Hein. Ouais, on s'est pelé. Et puis, il y a eu des fois, on était très peu nombreuses. Et puis, des fois, on était nombreuses. Et puis, la fois, il y avait la presse. Et je me suis dit, waouh, il y a la presse. Est-ce qu'il faut dire un truc en particulier? Est-ce qu'il faut faire? Et puis, je vous ai toutes vues tellement à l'aise et en mode, il y a la presse ou il n'y a pas la presse, ça change rien. Enfin, on est là pour coller. S'ils nous parlent, ils nous posent des questions, ok, on répond. Et puis, comme des abeilles, vraiment. Des petites abeilles qui vous construisez votre édifice tranquillement. Et du coup, tu as été amenée, toi, à parler avec des journalistes? Ouais, quelques questions. Ça va, tu t'es sentie normale, à l'aise, tranquille? Bah, je me suis dit, en fait, je vous ai toutes senties à l'aise, donc je me suis dit, moi, pareil, alors. Bah voilà. Je vais faire pareil. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de réel particulier. Ouais, c'est par osmose, en fait. Ouais. Est-ce que tu étais là les derniers jours Je suis venue le jour où il y a eu la danse devant les remparts. Et alors là, ouais. L'effervescence avec... C'était le lendemain des rendus des décisions. Alors oui, à la fois le choc, le ressentiment, l'amertume de certaines femmes par rapport au verdict qui attendaient beaucoup plus. Donc il y avait quand même de la colère par rapport à ça. Et la joie de retrouver les Espagnols et cette effervescence. Ouais, les 200 femmes qui arrivent d'un coup, là. Ouais, c'était impressionnant de les voir arriver. Elles étaient toutes là, elles chantaient. Elles avaient leur drapeau. Elles parlaient fort. Elles étaient toutes joyeuses et... Elles étaient tellement sympas avec nous, enfin, je veux dire, contentes. Ouais, trop contentes d'être là. Et la danse aussi, tu as vu la danse? Ouais, j'étais épatée parce qu'il faisait quand même encore froid. Oui, elles étaient vêtues très légèrement. Je me suis dit, waouh, elles vont se geler. Mais... Alors, la danse, c'est un groupe de femmes dont Lilou fait partie. Elle a témoigné aussi et qui a dansé sur la musique du ballet Gisèle, une chorégraphie qui s'intitulait Pour Gisèle. Ben, j'ai trouvé que c'était chouette qu'elles viennent et qu'elles apportent leur témoignage de cette façon-là, parce que parler, coller, et en fait, c'est à l'infini presque les possibilités de témoigner. Et c'était leur témoignage d'artistes, c'était beau de les voir là, dire, nous, voilà, on a une façon de participer, c'est un ballet, c'est une œuvre d'art, c'est aussi une façon de donner c'est une voix. Il n'y avait pas de parole, mais c'est une façon de dire on est là et on participe. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'était beau, toutes ces femmes de voir toutes ces femmes rassemblées. Ouais. D'horizons tellement variés aussi. Maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu ressens quand tu penses au procès? Déjà, les semaines qui ont suivi, et puis aujourd'hui, est-ce que tu ressens de la fierté? Qu'est-ce que tu ressens, en fait? Du positif ou du négatif, ou les deux? C'est un mélange de choses. Je suis contente que Maëva m'en ait parlé, parce que si elle ne m'avait pas proposé ce premier dimanche soir d'été, si elle ne m'avait pas proposé de participer, je pense que je ne me serais pas intéressée particulièrement au procès. Je me serais dit, ça fait partie de toutes ces horreurs qui existent et qui nous submergent, et je ne peux pas me laisser submerger par tout ça. Donc j'aurais mis de côté, je ne me serais pas intéressée. Et donc je la remercie. Par la suite, j'ai lu, grâce au groupe des Amazones qui sont très à l'affût de tout ce qui est publié, de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait par rapport au procès. Et il y a des choses qui mettent en colère, des articles. Quand on relit les témoignages, celles qui ont tout noté, les témoignages ou les journalistes, et qu'on lit certaines plaidoiries, ça retourne un peu le ventre de se dire mais comment ils peuvent parler comme ça et pas prendre en compte qu'une femme a été violée à maintes reprises et banaliser complètement quoi. Et à d'autres moments, des articles de presse qui me redonnaient cette sensation de on a fait quelque chose, on a participé, on a porté une voix, la voix des femmes qui disent non mais vous devez nous écouter aussi. Parce qu'on a des choses à dire, et ça c'est ce qui m'a nourri le plus. De réaliser, on a des choses à dire, écoutez-nous. Et finalement, au bilan, est-ce que ça a changé des choses en toi, tout ça? Oui. Dans tous les angles de ma vie, dans tous les aspects de ma vie, quoi. Quand je pense à mes enfants, j'ai 2 grands-enfants, un garçon et une fille, ils sont adultes.
J'ai commencé à leur dire des choses par rapport au procès, par rapport à l'éducation que je leur ai donnée, par rapport à la société en général. Et j'ai envie de leur dire tellement de choses. Maintenant, j'ai l'impression de voir plein de petites choses, de petites actions. Quand je lis un article de presse, quand je vois, là, il y a le Festival d'Avignon, il y a toutes ces pièces-là qui nous sont présentées. Et je passe dans la rue, on me donne des flyers, on me parle de trucs. Et je vois bien que j'ai plus du tout le même regard sur ce qui se dit, ce qui se fait. Parce qu'il y a des choses qui me choquent aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. Et je sais qu'avant, c'est comme si j'avais 2 personnes en moi. Celle d'avant et qui se dit « Ah oui, non, mais ça, j'aurais pas prêté attention. » Et aujourd'hui, je me dis ouais, mais en fait, tout a beaucoup plus de sens aujourd'hui, en fait. Sur le respect des femmes et le non-respect des femmes, du coup. Tout a beaucoup plus de sens. Je sais pas, j'ai vu un flyer sur une pièce qui parle du consentement, ou une autre pièce qui parle de Hannah Arendt, une philosophe. À l'époque, il y avait très peu de femmes philosophes. Mais ce sont 2 hommes qui font cette pièce. Je me dis, est-ce qu'ils sont féministes? Ou est-ce que ça pourrait pas plutôt être 2 femmes qui parlent de ça? Du coup, je me pose toutes ces questions. Je sais que je me les posais pas du tout avant, mais pas du tout. Je me pose beaucoup de questions. Et donc, ton engagement féministe, il a démarré à ce moment-là, et comment tu le vois pour la suite? J'ai envie de continuer, dans la mesure du possible, à participer à des actions, ou même demander ce que je pourrais faire. J'ai eu une idée avec une amie, c'est des petites choses qui me viennent, comme ça, des petites idées. Et j'ai parlé de tout ça à une amie, qui est infirmière, qui est partie d'Avignon, qui habite vers la Suisse, et je lui ai parlé un peu de tout ça, elle m'a dit « Ah mais c'est génial, ah mais je savais pas et tout, tu m'avais pas parlé de tout ça. » Je dis c'est vrai que d'habitude on parle de tout un tas d'autres choses, de sorties, de frivolité, mais j'ai senti qu'elle serait intéressée par tout ça. Et elle me dit mais c'est génial, j'aimerais tellement faire quelque chose pour les femmes autour de moi. Il y a une idée peut-être de transmission, et si on passait le relais aux femmes autour de nous, c'est pour ça que je pense à mes enfants par rapport à ça. Je me sens en tant que mère l'obligation, la mission de passer un relais. Ils en feront ce qu'ils en feront. Mais moi je pense que j'ai la mission de leur donner mon avis sur la société, sur ce que je vois et ce que j'entends, des souvenirs d'adolescente, de jeune femme, de mère, ce que j'ai ressenti chaque fois qu'on m'a demandé de me taire, de façon formelle ou pas. Et je vois qu'en parlant autour de moi à quelques amis en qui j'ai confiance, elles me disent « Mais moi aussi j'ai envie de faire quelque chose en fait ». J'ai l'impression que si on leur donne la possibilité, les femmes se disent « Oh, mais j'ai envie de faire quelque chose ». Parce que je sens qu'on en a besoin, toutes les femmes là, de respect, de protection, d'entraide. En tout cas, c'est ce que m'a dit cette amie. Et je lui dis, ça t'intéresserait peut-être de connaître d'autres féministes et de voir si tu peux participer à quelque chose. Je lui dis, tu t'informes et tu verras. Elle me dit, oui, j'ai envie. Et par son métier, elle me dit, par mon métier, j'ai envie, parce que donc elle est infirmière, elle me dit, j'ai envie d'aider les femmes, les jeunes femmes qui sont victimes. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Pour toi, le mot sororité, qu'est-ce que ça a comme sens? Est-ce que tu penses que pendant le procès, c'est quelque chose qui était important? Et pour l'avenir, qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai envie de dire, c'est tout ça, la sororité. C'est des femmes qui s'entraident, qui se tendent la main, plutôt que fermer les yeux sur la douleur d'une femme, le drame qu'elle peut vivre, ou même tout simplement, si elle trébuche dans la rue, quoi. C'est tendre la main et dire au fait, je suis là, si tu as besoin. Si tu as envie. Ça a remis en cause ma façon de voir mes sœurs, toutes les femmes. De me dire, oui, j'ai ignoré la douleur des femmes autour de moi. Oui, je me suis sentie en compétition avec beaucoup de femmes. Et du coup, j'ai entretenu cette compétition parfois. Dans l'opposé de la sororité. Ouais, la compétition, c'est-à-dire je ne t'aime pas, je vais essayer d'être meilleure que toi, voire de te détruire, voire de te nier, voire de te repousser, je vais essayer de te marcher dessus. Ils nous ont évisé, les femmes, et de nos sœurs séparées. Ouais. Quand vous l'avez chanté, ça, je me suis dit, on devrait chanter ça au berceau à toutes les petites filles, même les petits garçons, parce qu'ils ont besoin d'entendre aussi, tous, toutes. Mais voilà, les femmes ont été divisées, séparées, et on leur a appris la haine les unes des autres. Et ça, j'en avais pas conscience. Ça fait partie des choses que vous, les féministes, Maëva, Blandine, vous m'avez permis de voir. Par petites touches, comme ça, tranquillement, sans « Hey, regarde, t'as vu, c'est pas possible !» Non, c'était vraiment... je vous ai écouté et je me suis dit « Mais oui, mais c'est pas possible, en fait. » Toute cette haine qu'on nous a déversée, on nous a lavé le cerveau, en fait. Dès qu'on est né. Enfin bon, je vais parler à la première personne parce que je parle de moi, là. Je crois que dès l'enfance, on m'a déversé toute la haine des femmes, le dégoût de moi-même, tout simplement. T'es une femme, donc ne t'aime pas, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je vous ai écouté,
me dire exactement l'inverse. En fait, on n'a pas besoin de haine les unes envers les autres. Et si on se proposait autre chose? Et du coup, maintenant, quand il y a une femme qui m'agace, ou dont je me souviens, ah tiens, je l'aimais pas, ou j'étais en conflit avec cette personne, ou en compétition, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est joué à l'époque? J'essaie de revenir là-dessus, et du coup, je me pose des questions, et des fois, ça m'attriste, des fois, ça me met en colère contre moi de me dire, mais en fait, c'était inutile tout ça. Complètement inutile. Alors ça dépend de quel point de vue. C'était pas inutile pour le patriarcat. Voilà. À qui ça profite le crime? Voilà. Effectivement, c'était inutile pour moi et certainement inutile pour la femme en face de moi. Et ça a dû profiter à quelqu'un d'autre. Et beaucoup de tristesse par rapport à ça. Mais une pointe de maintenant, je le sais. Et si je le sais, je peux changer la donne pour moi et pourquoi pas pour mon entourage. J'ai autre chose à leur proposer que ma haine de moi et ma haine des femmes. Donc si je leur propose autre chose, c'est beau. Ça te fait quoi, Maëva, d'entendre ça? J'avais les larmes aux yeux. Franchement, j'étais hyper émue. Parce que ça fait écho, en fait. Ce que tu vis, c'est... Enfin, on a toutes vécu la même chose. Hein. On a toutes été dans le déni. On a toutes été dans la compétition à un moment donné. On s'est toutes remises en question. Et on essaye toutes de devenir de meilleures femmes pour d'autres femmes. Et pour soi-même aussi, parce que au final, les premières victimes de notre haine, c'est nous-mêmes. Et d'en faire payer le prix à des personnes qui nous connaissent pas ou dont en fait ça n'a rien à voir avec elles, c'est beau quoi, de changer de point de vue, de changer la donne. Et des femmes qui se réunissent et qui changent la donne ensemble et qui créent la sororité, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau quoi. Et je tiens à dire qu'en plus de ça, Maëva, elle a à peu près la moitié de l'âge de Rim. Hein, donc, en fait, il n'y a pas de... Non, mais c'est tout à fait ça. C'est ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc descendant. Le féminisme, c'est pas... c'est vraiment une affaire d'égal. Oui, une affaire de femmes et de filles. Ce qui nous relie est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Oui. Ça, c'est beau aussi. Comme ces pseudo-combats de génération, ces histoires de boomers ou de machin... Mais ça vaut rien, en fait. C'est sans intérêt. Next. Et ça fait partie de tout ce qui nous divise. Et du coup, ça donne le pouvoir à tous ceux qui veulent diviser, quoi. Exactement. On est en train d'arriver au bout. Et maintenant, en fait, tu as carte blanche. Dis ce que tu as envie de dire, librement. Une chose qui m'a fait plaisir, ça c'est un petit souvenir, une petite anecdote, par rapport au procès. J'avais peur d'en parler à ma mère, du fait que je voulais assister à une matinée d'audience, parce que je me suis dit, je la connais, elle va me dire « Oh mais non, mais pourquoi tu t'occupes de ça? Pourquoi tu y vas? Enfin, ça n'a pas d'intérêt, ne perds pas ton temps avec ça. » Ferme les yeux. On est habitué à fermer les yeux. Et en fait, à un moment, je me suis dit, forte de ces soirées avec vous, avec les féministes, où j'ai senti qu'en fait, chacune a sa voix à faire entendre, et je me suis dit, je vais parler, je vais lui dire que j'y vais, et je vais voir. On verra bien, si elle n'a pas envie d'entendre, c'est pas grave, on n'en parlera pas. On passera à autre chose, parce que je ne veux pas être en conflit avec elle. Mais j'ai envie de lui en parler. Et en fait, j'ai eu une grande surprise. Elle m'a écoutée, elle s'est intéressée, et elle m'a dit, si je peux venir, je t'accompagnerai. Et alors là, ça a été une grande surprise en fait, une joie. Qu'il y ait cette partie d'elle qui soit prête à s'ouvrir, à 80 ans passés. Je m'attendais à non, ça ne m'intéresse pas. Et elle m'a dit, ah bon, tu es allée? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que... Ça l'a intéressée. Et quand je lui ai dit, tu crois que tu pourrais m'accompagner une matinée? Elle m'a dit, j'aimerais bien. Et donc là, je me suis dit, en fait, il n'est jamais trop tard. Oui, c'est ça. Donc, il faut parler, tendre la main, ouvrir, et on verra bien ce qu'il arrive. Ouais, ça me fait penser à mes parents. C'est la même chose. J'en ai parlé à mes parents, alors que ma vie militante, je leur en parle pas trop, parce que bon, voilà. Et un jour, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, et mon papa, il a pleuré. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, je suis fière de ce que tu fais. Et c'était tellement, waouh, je me suis dit, mais incroyable, ils ont compris en fait. Ils ont compris pourquoi, ce qui nous anime. Donc comme quoi, des fois, il faut parler même à des personnes qui ont plus de 80 ans, largement. Oui, c'est ça. Nos enfants et l'avenir, ok, c'est super important. Mais même nos parents, pour qui on pourrait se dire, entre guillemets, c'est trop tard. Mais non, c'est pas une question de trop tard. Une fois de plus, c'est pas une question de génération. C'est une question d'ouvrir et de parler, de tendre la main et de dire
Voilà, j'ai un truc à dire. Qu'est-ce que t'en penses? Une petite phrase de conclusion? Aimez-vous les unes les autres? Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.